Voilà. Je démarre donc mon intervention, la franchise, pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc, moi, j'aime bien commencer par ce contraste, cette contradiction, parce qu'à l'école, on nous a appris que copier, c'est tricher, c'est pas bien. Et puis dans la franchise, c'est un système où on a le droit de copier, on paye pour copier, et en plus, on nous demande de ne pas faire n'importe quoi et de copier comme il faut. Donc, on va voir pourquoi ce principe et pourquoi ça fonctionne. Alors, pourquoi la franchise? La première chose qu'il faut comprendre, ce sont les motivations des uns et des autres. Si on ne comprend pas la motivation de son partenaire, on aura beaucoup de mal à comprendre les obligations qu'il nous demande, les services qu'il nous demande, les contraintes, et on aura du mal aussi à lui demander ce qu'il est prêt à donner et à comprendre les avantages qu'il nous procure. Donc le franchisé, lui, il veut d'abord copier un succès et limiter ses risques. Si un franchiseur ne comprend pas ces deux motivations principales, s'il n'aide pas le franchisé à réussir et à copier son propre succès, ce qui veut dire beaucoup de choses au niveau de l'assistance, de la formation, du transfert de savoir-faire. Et s'il ne travaille pas aussi pour limiter les risques du franchisé, eh bien, euh, son réseau ira à l'échec. Il faut absolument que le franchiseur respecte ces deux motivations principales de tout franchisé, sachant que certains acceptent de prendre plus de risques que d'autres, que c'est tout à fait normal. La proportion entre copier un succès et prendre des risques et limiter ces risques varie évidemment d'un individu, d'un franchisé à l'autre. Et puis, pourquoi le franchiseur accepte de se faire copier et pourquoi il veut être bien copié? C'est quand même un peu bizarre. J'ai un concept qui fonctionne, je suis rentable, mes unités franchisées, que ce soit des magasins ou de la prestation de services, sont rentables, je peux me développer, et puis à un moment donné, j'ouvre les bras à des investisseurs, entre guillemets, étrangers, en tout cas qui ne sont pas de ma famille ou de mes proches, et je vais leur donner les moyens de faire la même chose que moi et de me copier. Alors, c'est peut-être un peu bizarre comme motivation dans certains cas. Alors, quels sont les différents cas où un franchiseur ou un entrepreneur accepte de devenir franchiseur et souhaite se développer par la franchise? Le premier point, comme vous le voyez sur l'écran, c'est se développer plus vite. Et puis, le deuxième point, c'est améliorer la rentabilité d'exploitation. Alors, il est prouvé, peut-être pas dans 100% des cas, mais dans l'immense majorité des cas, je ne sais pas si c'est 70 ou 80 ou 90%, mais c'est vraiment très, très général, qu'un franchisé à la tête d'une unité, que ce soit un magasin ou de la prestation de service, est plus rentable, obtient plus facilement une rentabilité que des salariés. Alors, ce n'est pas faire injure aux salariés, c'est tout simplement parce que, bah, par exemple, en France, on a la loi des 35 heures. Alors, 35 heures par semaine, ben, vous savez, le franchisé, pour lancer son affaire, il va faire plus que 35 heures. Donc, finalement, il coûtera moins cher à son entreprise au départ qu'un salarié. Et puis, ben, on sait bien que quand on a une équipe de magasins avec des salariés, eh bien, il faut qu'il y ait des directeurs de magasins, des directeurs régionaux, un encadrement plus conséquent que quand on a affaire à des indépendants et cette structure, elle coûte cher. Et puis, peut-être aussi qu'un franchisé, bon, je vais un petit peu le critiquer, quelquefois il est peut-être plus radin, mais c'est pas sûr. En tout cas, il est certainement plus proche de son argent et de son tiroir caisse que si c'était pas sa propre affaire. Donc, il va faire certainement, en général, plus attention. Donc, la rentabilité, souvent, s'avère meilleur dans un réseau de franchise que dans un réseau de succursales. Souvent, ce n'est pas toujours parce qu'à partir d'une certaine taille, la taille des structures, si vous voulez, d'un hypermarché, bon, être franchisé d'un hypermarché, est-ce que ça apporte plus de rentabilité que d'être en succursale? C'est pas évident du tout parce que vu la taille des structures, les moyens mis en œuvre, je ne pense pas que dans ce cas-là, ce soit prouvé. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est que le franchiseur, ben, il se développe avec l'argent des autres. Alors je le dis de manière un peu provocante, mais finalement, imaginons le cas assez standard.
de quelqu'un qui a 3 magasins. Il a 3 magasins, ces magasins fonctionnent, et il va voir le banquier en disant, mes 3 magasins fonctionnent, j'ai trouvé un emplacement pour faire un quatrième magasin, est-ce que vous allez me prêter de l'argent pour que je puisse ouvrir le quatrième magasin? Et là, le banquier lui dit, mais oui, bon, d'accord, vous avez une bonne rentabilité, oui, d'accord, vous avez des magasins qui fonctionnent, mais moi, je vous ai déjà prêté beaucoup d'argent pour les 3 premiers magasins, et le rapport entre le risque encouru et les garanties que vous offrez, ça devient un peu plus difficile. Alors, je le présente comme ça, c'est peut-être au deuxième magasin ou au 25e magasin que ça va arriver, mais c'est quand même le problème du financement qui, généralement, gêne le franchiseur, gêne un entrepreneur qui a du succès pour poursuivre son développement. Se développer, ça coûte de l'argent. Se développer, ça demande des moyens financiers importants. Et à un certain moment, l'entrepreneur qui a un certain nombre de magasins va devoir réfléchir et se poser la question. Soit je continue à me développer lentement avec mes moyens, soit je prends des associés ou des sociétés de capital risque et je vais partager le pouvoir dans mon entreprise, partager la propriété. Est-ce que je suis capable de faire ça, de gérer cette situation? Soit je me lance en franchise, c'est-à-dire que oui, je vais partager mon succès, mais avec des gens qui sont maîtres chez eux, et moi, je reste maître chez moi. Évidemment, il y aura un certain nombre de règles pour que ça fonctionne, mais au moins, on est chacun chez soi et on a la possibilité, aussi bien côté franchisé que côté franchiseur, de gérer son affaire en autonomie et en indépendance relative, parce qu'on dépend quand même un petit peu des uns des autres, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà les motivations du franchiseur. Et c'est pour ça qu'on dit de temps en temps que le franchiseur se développe avec l'argent des autres, puisqu'il va ouvrir des magasins qui vont appartenir à ses franchisés. Et qu'est-ce qu'il va gagner? Bon, il va gagner un droit d'entrée. Bon, en général, le droit d'entrée, vous savez, ça couvre les frais que le franchiseur a pour aider le franchisé à démarrer, à choisir son emplacement, à se former, etc. En France, par exemple, et en Afrique, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les droits d'entrée. Évidemment, on peut gagner de l'argent avec les royalties, avec les redevances. Et puis, certains franchiseurs aussi vendent des produits qu'ils fabriquent ou qu'ils importent à leur réseau de franchise. Donc, ce sont des sources de rentabilité. Et il ne faut pas oublier d'autres éléments qui sont très importants. Le franchiseur va gagner de l'argent aussi parce que avec la taille supplémentaire de son réseau acquise grâce à ses unités franchisées, il va continuer à gagner en prix d'achat, en prix de revient. Il va avoir une informatique plus performante, il va avoir une notoriété plus importantes. Et tous ces gains de marketing, de notoriété, de chiffre d'affaires, de quantité achetée, de prix d'achat, de qualité de l'informatique, de qualité du marketing, etc., sont des gains pour le franchisé et pour le franchiseur également. Et puis, le franchisé, vous me direz, il se fait avoir puisqu'il ouvre un magasin qui bénéficie au franchiseur. Non, non. Le franchisé, lui, il achète toutes les erreurs que le franchiseur a pu faire pour avoir un concept. Alors, pourquoi je parle comme ça? Ben, tout simplement parce que pour qu'un concept fonctionne, eh bien, en général, il faut le tester. Et vous vous imaginez bien que ce n'est pas à chaque fois qu'on essaye quelque chose que ça fonctionne. Donc le franchiseur, il a fait toute une série d'essais, il a fait toute une série d'essais réussis, et puis il a fait aussi toute une série d'essais ratés qui, dans sa vie professionnelle préalable ou dans sa vie de l'entreprise qu'il cherche à franchiser, qui lui ont permis d'élaborer un concept qui fonctionne, un concept au niveau marketing et puis également une méthode d'exploitation qui permet de rentabiliser ce concept. Et là, le franchisé, eh bien, il achète le temps qu'il va gagner en ayant le droit de copier un système qui fonctionne immédiatement. Immédiatement, à condition, évidemment, et on va voir ça tout à l'heure, à condition que, tout naturellement,
le franchiseur le forme bien, l'aide bien, et à condition que lui, le franchisé, respecte bien les règles qui font que ça fonctionne. Alors, le franchisé, c'est bien une entreprise indépendante, hein. On est bien d'accord que le franchisé, il est propriétaire de son affaire et il gère son affaire, il recrute son personnel, il gère son affaire, etc., dans les conditions précisées, évidemment, dans un contrat. Et là, j'insiste beaucoup sur un- une erreur que font souvent les gens au Maghreb et en Afrique subsaharienne, c'est de ne pas lire le contrat en totalité et de ne pas se renseigner sur ce que veut dire telle ou telle clause. Alors, je ne vais pas plus loin parce qu'on a deux avocats qui vont intervenir derrière, mais s'il vous plaît, ne signez pas un contrat sans avoir tout compris. Je ne vais pas plus loin, deux spécialistes vont intervenir sur le sujet tout à l'heure. Alors, quels sont les apports de la franchise? D'abord, une marque attractive, en principe, parce que quand on change de pays, si on s'appelle McDonald's, on est connu partout, d'accord? Mais la plupart des franchises ne sont pas aussi connues que McDonald's sur le plan mondial. Souvent, elles sont connues sur un ou deux pays. Et quand on arrive dans un nouveau pays, ce qui est souvent le cas, eh bien, il faut rebâtir évidemment une notoriété et une attraction. C'est normal. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Ce n'est pas parce que vous, éventuellement, futurs franchisés qui voyagez d'Afrique en Europe et réciproquement, etc., connaissez une marque, que cette marque aura une image de marque et donnera l'impression suffisante de pouvoir être adaptée au pays en question. Donc là, il y a un gros point d'attention à avoir. Deuxièmement, un aménagement intérieur pratique et performant. Voilà, tout est packagé, c'est prêt à l'emploi, les machines sont là, les meubles sont là, ils sont adaptés à la collection de produits, etc. Évidemment, une collection de produits bien définie. Et là, j'insiste, parce que il faut quelquefois s'adapter, adapter une collection de produits ou une carte de restaurant à un nouveau pays, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a quelques années, dans un réseau que je ne vais pas nommer au Maroc, on avait des franchisés qui n'avaient pas bien lu le contrat, et celui de Fès et celui de Meknes n'avaient pas tout à fait la même collection en tête de produits. Donc, il y en a qui déviaient un peu à droite, un autre qui déviait un peu à gauche, et ce réseau n'a pas réussi à garder l'homogénéité de sa collection, ce qui fait que les clients n'avaient pas la même image de marque en tête à Fès et à Meknes, à Rabat et à Casablanca, et ce réseau est parti en débandade parce qu'il n'a pas tenu une collection de produits suffisamment homogène au niveau du pays, ce qui, encore une fois, n'interdit pas qu'il y ait des adaptations, non pas ville par ville, ça c'est rarement nécessaire, mais pays par pays, oui, bien sûr. Une proposition de service, c'est comme une proposition de produit, évidemment, il faut que ce soit bien établi, hein, ça c'est sûr. Des processus commerciaux, des techniques, un approvisionnement, une logistique. Et là, en Afrique, on a souvent quelques difficultés parce que quand on importe des produits de l'étranger, bien on sait qu'il y a des barrières douanières, il y a aussi des tarifs douaniers, il y a aussi des difficultés dans le fait que malgré que ce soit possible, et bien de temps en temps, il y a malgré que ce soit légal, il peut y avoir des blocages en douane. Il y a voilà, des pratiques qui sont quelquefois un peu délicates. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, il faut vérifier, par exemple, dans la restauration, il y a des concepts où il faut importer une sauce très spécifique de tel ou tel pays. Bon, vérifions que c'est légalement possible et que ça va fonctionner, hein. C'est important. Le système informatique, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand j'ai démarré en franchise, c'était en 1975 chez Pingouin dans le fil à tricoter, il n'y avait pas de micro-informatique, il n'y avait pas d'Internet. Donc, on découvrait la situation des franchisés quand on arrivait chez eux, sur place. On regardait leur cahier de compte, on regardait le magasin et on découvrait tel ou tel problème. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on commençait à penser à mettre en place des solutions. Parce qu'avant, on ne connaissait pas les problèmes. On ne voyait que s'il y avait une baisse des commandes, mais on ne connaissait pas les raisons de cette baisse de commandes. Aujourd'hui, c'est très important que le système informatique soit performant et c'est très important
que les remontées d'informations par le système informatique ne soient pas empêchées par le franchisé, parce que sans quoi le franchiseur ne peut pas faire son travail d'assistance. Aujourd'hui, une partie des problèmes qu'on peut avoir quand on est franchisé sont réglés par un coup de fil avec le franchiseur, parce que le franchiseur, il a vos chiffres, il a toutes les informations, il a toutes les données, et il peut vous aider à distance en partie. Évidemment, il vient aussi régulièrement chez vous pour, ne serait-ce que pour garder le contact, pour faire des échanges d'informations du franchisé vers le franchiseur et réciproquement, et puis également pour mettre en place les processus d'amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Le franchiseur ou ses délégués, quand ils viennent dans votre point de vente, c'est pour améliorer votre résultat, améliorer votre rentabilité. C'est aussi pour vérifier que vous ne déviez pas du concept, hein, que vous êtes toujours fidèle au contrat que vous avez signé et au concept que vous avez décidé d'adopter. Alors, ce que je viens de dire, c'est un peu le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est un ensemble d'informations, d'outils et de méthodes pratiques. Ce n'est pas des brevets qui résultent de l'expérience du franchiseur. Et souvent, c'est consigné dans un classeur. Et dans bien des franchises, ce classeur, il est tout beau et puis on le met dans une étagère et on ne l'ouvre pas. Non, non, il faut au contraire que ce soit un vrai manuel pratique. Alors que ça peut être fait avec des classeurs, du papier, ça peut être aussi avec quelque chose qui se trouve sur l'ordinateur, ça peut être une vidéo qui démontre comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc, ce qu'on appelle la Bible, hein, ce qu'on appelle le manuel d'exploitation, est le reflet de ce savoir-faire et permet, après la formation, qui est extrêmement importante et qui est donnée par le franchiseur, de continuer à bénéficier de ce référentiel, de ce manuel, de ce guide qui nous permet de faire le travail comme il faut, à condition, bien entendu, qu'on l'utilise. Et si j'en parle, c'est parce que quelquefois, on a tendance à le mettre de côté et à ne pas s'en occuper, ce qui est une grosse erreur. En théorie, les secrets, mais vous savez, les secrets, c'est pas fait pour durer. On va dire que le savoir-faire, il doit être original, substantiel, ça veut dire qu'il sert vraiment à quelque chose, c'est concret, c'est utile, et identifié, c'est-à-dire qu'on peut le décrire, et notamment par les manuels dont je viens de vous parler. Alors, le franchiseur, qu'est-ce qu'il apporte? Une marque, une enseigne, un savoir-faire, un accompagnement hein, constant, une assistance constante pendant la durée du contrat, une formation initiale et une formation permanente aussi. Et puis, très important, le franchiseur, il est responsable de faire évoluer son concept, parce que le marché va évoluer, parce que les consommateurs vont évoluer, parce que la concurrence ne va pas rester inactive et va être de plus en plus agressive, probablement, ou en tout cas de plus en plus concurrente, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est très important que le franchiseur garde un budget, du temps, des effectifs pour réfléchir à l'évolution de son concept et qu'il sollicite aussi ses franchisés pour leur demander comment ils sentent que ce concept doit évoluer. Et le franchiseur, il apporte également une logistique, des achats fournisseurs, etc. Le franchisé, lui, c'est une entreprise indépendante. Il est responsable de la gestion de son entreprise. C'est lui le patron de ses salariés. C'est lui le propriétaire du local commercial ou du contrat de location. Et il utilise la marque. Il copie et respecte le concept. Il suit les formations, sans quoi ça ne sert à rien. Mais si j'en parle, c'est parce que de temps en temps, il y en a qui disent ah ben, j'ai pas besoin de ça ou j'ai pas le temps. Ben oui, ça, c'est une grosse erreur. Et bien entendu, il paye ce qu'il doit. Donc, il paye sa marchandise, il paye un droit d'entrée, il paye des royalties en fonction des contrats et en fonction des taux qui ont été décidés. À ce propos, entre les 0,25%, donc je dis bien les 0,25% qui peuvent être demandés comme redevance pour un hypermarché, et les 17% qui sont demandés par un concept de prestation de services intellectuels comme Action Coach, il y a tout. Alors, on parle souvent de 5% dans la restauration, de 3% dans les textiles. Bon, c'est très, très variable et il faut regarder vraiment
dans le contrat ce qui se passe, et puis surtout, vérifier si les franchisés trouvent que ça vaut la peine de payer ça. Donc, je vais passer rapidement sur l'aspect du contrat, mais il faut savoir que il y a un certain nombre de cas où on parle de franchise alors que c'est simplement de la concession. Il y a trois niveaux de contrat. Je ne pense pas que les avocats vont en parler tout à l'heure, donc je me lance là-dessus. La licence de marque, ben, ça permet de mettre une marque comme enseigne dans un magasin. Mais si on n'a pas les mêmes produits dans le magasin, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en général, il y a un deuxième niveau, en plus de la licence de marque, qui est d'avoir des obligations de vendre un certain type de produit, d'avoir également le droit de vendre ces produits dans une zone déterminée. Et alors, licence de marque plus cette question des collections de produits qu'on a le droit de vendre et qu'on doit vendre dans une certaine zone, ça s'appelle un contrat de concession. Et si on ajoute à ça un transfert de savoir-faire, une formation, une assistance permanente, à ce moment-là, c'est une franchise. Voilà. Donc, c'est une présentation simple des choses, peut-être simpliste, mais ça fonctionne, c'est la réalité. Ça, on n'aura pas trop le temps de rentrer dans le détail. Vous l'aurez dans le replay. C'est le job que fait un franchiseur chez son franchisé lorsqu'il le visite pour améliorer les résultats. Et vous voyez, on part toujours du tableau de bord. On part toujours des résultats précédents. Donc ça, voilà. Vocabulaire. Franchise, on vient d'expliquer ce que c'est. Multifranchise, c'est quelqu'un qui a plusieurs unités du même franchiseur. Il a 3 magasins ou 10 magasins qui s'appellent tous Kiabi et qui sont tous au même concept, Kiabi ou un autre, hein, voilà. Mais c'est plusieurs magasins dans un seul concept. Et ces gens-là sont quelquefois appelés à tort master franchise. On verra tout à l'heure ce que c'est. Plurifranchise, c'est quelqu'un qui a des franchises de marques différentes. Franchise corner, c'est quand on a une franchise qui ne fait qu'un coin de son magasin. J'ai un magasin de 1000 mètres carrés et à l'intérieur, j'ai 50 mètres carrés de, je ne sais pas moi, Camailleux ou d'Artempion. C'est rare, c'est de plus en plus rare. Master franchise, c'est quelqu'un qui obtient dans une zone déterminée le droit d'être le franchisé et de sous-franchiser, c'est-à-dire dans sa zone géographique, il a le droit et le devoir d'ailleurs de recruter des franchisés, de les former, souvent avec l'aide du franchiseur. C'est un échelon intermédiaire et c'est souvent utilisé à l'international parce que ça permet une meilleure proximité, une meilleure assistance et une meilleure adaptation au contexte national. Entre le Congo et la France, il y a tellement de différences que se lancer en franchise directe pour des magasins de 50 mètres carrés, par exemple, au Congo, quand on est franchiseur français, c'est peut-être pas tout à fait évident et il vaut mieux souvent avoir un master franchisé local si le nombre de magasins permis dans ce pays est suffisant, bien entendu. Parce que si c'est pour faire un master franchisé pour ouvrir 3 magasins seulement, ça n'est pas la peine. Area développeur, je n'en parle pas cette fois-ci. Je vous ai parlé de ça. Et puis, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai patron d'un réseau de franchise, le vrai décideur, c'est le client. Parce que souvent, on a des candidats à la franchise qui ont le souhait d'importer un concept ou d'importer une marque étrangère et après qui souhaitent en faire un peu ce qu'ils veulent. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force d'une marque, c'est que le client sait que dans cette marque-là, euh, je vais parler de Zara par exemple, hein, on a tel type de produit à tel type de prix, avec tel type de choix et tel type de surface dans telles conditions. Et donc, il faut respecter ça. Parce que ce qui fait la force de Zara, c'est que, et les autres, c'est que les gens, les clients, savent ce qu'ils vont y trouver. Donc, c'est lui qui va décider si vous respectez l'image de la marque et qui va continuer à vous faire confiance
ou qui, au contraire, va dire, comme dans l'exemple que je citais tout à l'heure, ah ben, celui de Fès, celui de Meknès, celui de Rabat et celui de Casablanca font pas la même chose, c'est le BINS, je m'y retrouve plus, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, il y a une espèce de... J'aime bien dire que la franchise, c'est un ménage à trois. Bon, c'est un peu exagéré comme explication, mais bon. Le franchiseur fait des promesses. Le franchisé tient les promesses et le consommateur, lui, il veut que les promesses soient tenues. Voilà. Parce que le franchiseur fait des promesses aux candidats, pardon. Le franchiseur fait des promesses aux consommateurs, mais c'est le franchisé qui les tient. Donc là, il y a une articulation, vous comprenez, qui fait que les règles qui sont précisées dans le contrat doivent impérativement être respectées. Donc là, je passe rapidement là-dessus. Je reviens peut-être sur les différents éléments. Oui, là-dessus, oui. Le droit d'entrée, c'est ce qu'on paye au départ pour bénéficier du concept, oui, mais ça couvre les frais que le franchiseur a pour vous aider, pour la publicité, pour vous trouver, pour discuter avec vous et puis tout l'accompagnement pour créer votre affaire, vous aider à trouver un emplacement ou le valider, vous former, vous aider à ouvrir le magasin dans les bonnes conditions après l'avoir équipé, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le droit d'entrée. Les redevances, eh bien, le franchiseur, lui, il continue à vous rendre des services par la suite. Et donc, il est important que vous puissiez continuer à bénéficier de ces services. Pour cela, euh, en général, le franchiseur demande des royalties, qu'on appelle aussi redevances, et que vous payez tous les mois en proportion du chiffre d'affaires. Et il peut y avoir éventuellement une subtilité entre redevances d'enseigne, c'est simplement entre guillemets le droit d'utiliser la marque. Les redevances de service, c'est la rémunération des services que le franchiseur vous rend. Et les redevances publicitaires, eh bien, souvent, il y a un budget publicitaire qui est alimenté en partie par les franchisés, un budget publicitaire national qui est alimenté en partie par les franchisés et en partie par le franchiseur pour le bien du développement du réseau. Évidemment, si le franchiseur vous vend des produits, il prend une marge comme n'importe quel fournisseur. Et si le franchiseur achète des produits ailleurs pour vous les revendre, ou si, si vous avez le droit d'acheter chez des fournisseurs référencés, il peut arriver qu'il y ait des ristournes de fin d'année. Et là, on aura l'occasion d'en parler dans les clauses un peu délicates, dans certains cas, à l'occasion d'un prochain webinar. Mais il est très important que le franchiseur soit transparent et vous dise, voilà, euh, il y a telle et telle ristourne de fin d'année qui arrive et que nous partageons ou ne partageons pas dans telles conditions.